Ma sœur a déchiré mon passeport et l'a jeté dans les toilettes pour me forcer à garder ses enfants, ruinant ainsi mon voyage de fin d'études en Italie. Elle a ricané, il n'y a pas de voyage. Ton travail, c'est de rester à la maison avec mon gamin. Maman l'a soutenue, exactement. Tu devrais rester. Toute la famille a ri. Je n'ai rien dit. J'ai tranquillement pris mon sac et je suis parti. Cette chasse d'eau a marqué le début de leur chute. Je m'appelle Léa Martin. J'ai 23 ans et, la semaine dernière, ma famille m'a montré exactement ce que je valais pour eux. Je venais de finir de faire mes valises pour mon voyage de fin d'études en Italie, celui pour lequel j'avais économisé toute l'année quand tout a explosé à cause d'un simple petit livre avec ma photo dedans. J'étais debout dans le couloir, ouvrant et fermant mon passeport, pensant au gelato à Rome et aux longues nuits de marche à Venise, quand ma sœur est sortie de la salle de bain et m'a barré le chemin. Avant même que je puisse lui demander ce qu'elle faisait, elle m'a arraché le passeport des mains, l'a déchiré en deux, et retourné dans la salle de bain et a jeté les morceaux dans les toilettes comme s'il s'agissait de vulgaires prospectus. Puis elle s'est retournée, m'a regardé droit dans les yeux et, avec ce petit sourire lent, a dit « Il n'y a pas de voyage. Ton travail, c'est de rester à la maison avec mon gamin. » Du fond du couloir, ma mère n'a même pas pris la peine de venir voir ce qui se passait. Elle a simplement crié, comme si elle commentait la météo, exactement. Tu devrais rester. La famille passe avant tout. J'ai entendu quelques rires provenant du salon, comme si tout le monde trouvait ça hilarant. Comme si détruire mon passeport et des mois de préparation n'était qu'une grosse blague. Je suis resté là, sur le carrelage froid, ma valise à moitié fermée dans ma chambre, mon vol pour l'Italie déjà payé, réalisant qu'à leurs yeux, je n'étais pas une jeune femme adulte qui venait d'obtenir son diplôme. J'étais la babysitter gratuite qui essayait de s'échapper. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas supplié. J'ai regardé mon passeport disparaître en une chasse d'eau, j'ai attrapé mon sac à dos et j'ai quitté cette maison sans dire un mot. Ils pensaient que cela signifiait qu'ils avaient gagné. Ils n'avaient aucune idée que c'était le moment où tout a commencé à s'effondrer pour eux. Pas pour moi. Si on vous a déjà dit de jeter vos rêves à la poubelle à cause de la famille, vous allez vouloir savoir comment cela se termine. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ces toilettes et à cette chasse d'eau, il faut savoir à quoi ressemblait ma vie avant même que l'Italie ne soit une idée. Je suis la sœur cadette, celle qui est retournée vivre à la maison, chez nous à Lyon, pendant que je terminais mes études. Celle que tout le monde appelle quand quelque chose ne va pas. Ma sœur, Manon, a 6 ans de plus que moi, elle est mariée et a un fils de 4 ans nommé Olivier, que tout le monde appelle Oli. Quand elle l'a eu, je pensais que je l'aidais juste de temps en temps, quelques après-midi pour qu'elle puisse faire une sieste ou des courses. Puis, de temps en temps, c'est lentement transformé en chaque week-end, chaque soirée en amoureux, chaque urgence de dernière minute où, d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours la seule solution. Manon se présentait à la porte déjà habillée pour dîner, me fourrait le sac à dos d'Oli dans les bras et disait des choses comme « Tu es à la maison de toute façon. » Ce n'est pas grand-chose. Tu sais à quel point je suis fatigué. Si je mentionnais un devoir à rendre ou un examen le lendemain matin, elle levait les yeux au ciel et me disait « Les sœurs s'entraident. » Tu crois que c'est facile, la maternité? Ma mère, Sylvie, travaille de nuit comme infirmière, et mon père, Robert, conduisait des camions et est maintenant régulateur, donc la plupart du temps, ils étaient soit absents, soit épuisés. C'était plus facile pour eux de me laisser gérer, et ils se sont convaincus que ça ne me dérangeait pas. Le babyphone dans ma chambre, le sac allongé dans notre couloir, les dessins animés qui tournaient toujours en fond sonore, tout cela est devenu normal, comme une partie des meubles. J'ai manqué des dîners d'anniversaire avec des amis, sauté des groupes d'études et annulé des rendez-vous parce qu'à la dernière minute, Manon m'envoyait un texto, un imprévu. Peux-tu le garder s'il te plaît? Je te revaudrai ça. Quelques mois avant la remise des diplômes, après un cambriolage dans notre rue, mon père a installé un système de caméras de sécurité bon marché dans la maison, au cas où, et m'a donné accès à l'application sur mon téléphone, en plaisantant sur le fait que je pourrais espionner le chien pendant que j'étais en cours. À l'époque, j'ai eu l'impression que c'était une autre forme de contrôle qui m'échappait. Puis la remise des diplômes est arrivée. J'ai traversé la scène, serré des mains et pris les photos avec ma toque et ma toche pendant que mes amis criaient mon nom depuis les gradins. Après la cérémonie, nous nous sommes tous retrouvés dans ce petit café de la Croix-Rousse où nous avions l'habitude de bûcher pour les examens. Et pour la première fois depuis longtemps, la conversation ne portait pas sur des échéances ou des plannings de babysitting.
Mon amie Clara a dit qu'elle avait peur qu'une fois que nous commencerions nos emplois, nous n'aurions plus jamais de vraie pause. Julien a plaisanté en disant que nous avions besoin d'un dernier grand souvenir avant d'être coincés dans des bureaux et des routines. Le mot m'a juste échappé, sans que je le prévoie. L'Italie. Je l'ai dit, et tout le monde s'est tu un instant. Je leur ai raconté comment j'avais toujours rêvé de voir Rome, Venise, les falaises des Cinq Terres, comment ma grand-mère m'avait laissé un peu d'argent pour mon diplôme, et que j'avais économisé tout ce que je gagnais avec mon travail à temps partiel. Au lieu de rire, ils se sont penchés vers moi. Nous sommes restés là pendant des heures avec nos ordinateurs portables, à regarder les vols et les logements, à partager les coûts, réalisant que si nous faisions attention à notre argent, nous pourrions réellement le faire. Au coucher du soleil, nos vols pour Rome étaient réservés pour juillet, et nous avions un petit appartement réservé près d'une rue pavée dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. Pour la première fois depuis des années, je planifiais quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Pas d'horaire de sieste, pas de texto de dernière minute, pas de culpabilité. Pendant tout le trajet de retour en train, mon téléphone vibrait de messages dans notre conversation de groupe sur les pâtes, les endroits pour prendre des photos et les tenues. Je suis entré chez mes parents ce soir-là avec ma toque encore à la main et cette nouvelle et fragile idée de liberté dans ma poitrine, prête à annoncer la bonne nouvelle à ma famille. Je pensais honnêtement qu'ils seraient heureux pour moi. Je n'avais aucune idée qu'une simple phrase sur un voyage en Italie allait mettre le feu aux poudres. La soirée où je leur ai parlé de l'Italie était censée être une célébration. Mon père avait allumé le barbecue dans le jardin. Ma mère avait disposé des assiettes en carton, de la salade et tout le tralala habituel, et Manon et son mari, Étienne, sont arrivés avec Oli qui sautillait sur sa hanche, déjà tout collant de la collation qu'il avait eue en voiture. J'étais encore sur mon petit nuage après la remise des diplômes, le café et l'email de confirmation de vol dans ma boîte de réception. Nous avons mangé des saucisses et des brochettes. Mon père a porté un toast un peu bateau sur sa fierté de voir ses deux filles avoir réussi, chacune à leur manière. Et pendant un petit moment, tout semblait presque normal. Quand nous sommes rentrés à l'intérieur pour le gâteau à la table de la salle à manger, ma mère a installé son téléphone pour enregistrer, voulant plus de vidéos pour Facebook. Je me souviens avoir pensé que c'était un peu excessif, mais je n'ai rien dit. Quand tout le monde s'est installé, mon père a demandé, « Alors, quelle est la suite pour toi, ma grande ?» C'était mon moment. J'ai pris une grande inspiration et j'ai souri. En fait, ai-je dit, je vais en Italie cet été. Rome, puis Venise, puis je descends le long de la côte. Il y eut une fraction de seconde de silence où j'ai pu voir Étienne avoir l'air impressionné, les sourcils de mon père se lever, le sourire de ma mère se figer juste un peu. Puis la chaise de Manon a raclé le sol. L'Italie, a-t-elle répété comme si c'était un gros mot. Quand je lui ai donné les dates, ne faisant toujours pas le lien, pensant encore qu'elle dirait quelque chose comme « c'est génial ». Tu le mérites, au lieu de ça, son visage s'est crispé. Tu plaisantes, a-t-elle dit. Tu te souviens que c'est à ce moment-là qu'Étienne et moi allons aux Canaries, n'est-ce pas? Tu es censé être ici avec Oli. Le mot « censé » m'a frappé comme une gifle. Personne ne me l'avait vraiment demandé. Ils avaient simplement décidé. J'ai secoué la tête. Je ne savais pas, ai-je dit. On vient de tout réserver aujourd'hui. J'économise depuis des mois. Je pensais que vous seriez heureux pour moi. Manon a ri, mais il n'y avait rien de drôle dans son rire. Heureux que tu abandonnes ta famille pour aller boire du vin en Europe pendant que nous sommes coincés à chercher une solution de garde? A-t-elle dit. Nous avons planifié ce voyage, Léa. Un mariage a besoin de moments à deux. Tu pourras aller en Italie une autre année. Mon estomac s'est noué. J'ai essayé de garder une voix stable. J'ai littéralement réorganisé ma vie pour garder Oli pendant des années, ai-je dit. J'ai annulé des rendez-vous, passé des nuits blanches à finir des devoirs parce que tu me le déposais à la dernière minute. Je n'annule pas ce voyage. Pour une fois, il s'agit de moi. Ma mère a posé sa fourchette et a croisé les bras. Ce ton, dit-elle doucement. Ce n'est pas comme ça qu'on parle quand sa sœur demande de l'aide. La famille passe avant tout. Tu vis ici. Tu ne paies pas de loyer. Le moins que tu puisses faire, c'est de soutenir ta sœur quand elle a besoin de toi. J'ai senti mon visage s'empourprer. Je voulais dire que vivre là n'était pas exactement gratuit, que le prix avait toujours été d'être de permanence dès que Manon claquait des doigts, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge.
Manon s'est penchée en avant, les yeux brillants. Tu es égoïste, a-t-elle dit. Tu crois que c'est facile d'élever un enfant et de travailler à plein temps? Nous, on ne peut pas juste partir en Italie comme ça. Tu es jeune. Tu auras tout le temps de voyager. Pour l'instant, ton neveu a besoin de toi. Étienne s'est agité sur sa chaise, clairement mal à l'aise, mais il n'est pas intervenu. Mon père fixait son assiette comme si elle pouvait le sauver de devoir choisir un camp. J'ai pris une grande inspiration et je me suis forcé à ne pas reculer comme je le faisais d'habitude. Je n'annule pas, ai-je répété. J'y vais. J'ai déjà payé. Mes amis ont déjà payé. Vous devrez trouver une autre solution cette fois-ci. Le silence s'est fait dans la pièce. Le seul bruit était Oli qui fredonnait pour lui-même, traînant une petite voiture sur la table. La mâchoire de ma mère s'est crispée. Si tu laisses tomber ta famille pour des vacances, ne t'attends pas à ce que tout le monde continue à se plier en quatre pour toi, a-t-elle dit. C'était presque drôle d'entendre ça alors que c'était moi qui m'étais plié en quatre pendant des années. Je n'ai pas dit ça à voix haute. J'ai juste dit, j'y vais quand même, et je me suis levé pour débarrasser mon assiette parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, l'ambiance à la maison était différente. Manon a cessé de m'envoyer des textos pour de l'aide. Il n'y avait plus de visites surprises, plus de demandes de dernière minute. Ma mère était froide et polie. Mon père restait plus tard au travail. Et chaque fois que j'entrais dans une pièce, la conversation semblait s'arrêter en plein milieu. On pourrait penser que ça aurait été un soulagement, de ne pas avoir à garder au lit tout le temps. Mais ce n'était pas le cas. C'était comme l'air avant un orage lourd et chargé de tension. Je me suis dit qu'ils étaient juste en colère, qu'ils s'en remettraient, qu'une fois que je serais dans l'avion pour Rome, ils réaliseraient que j'étais sérieuse au sujet de ma propre vie. Avec le recul, j'aurais dû savoir que Manon n'était pas du genre à accepter un « non » comme réponse. Elle avait cessé de me le demander avec des mots. Elle était déjà en train de trouver un moyen de m'enlever complètement le choix. La veille de mon vol pour Rome a commencé de manière presque banale, ce qui est drôle quand je pense à la façon dont ça s'est terminé. J'ai fait un court service au café près du campus, préparant des cappuccinos pour des gens qui n'avaient aucune idée que j'allais quitter le pays pour la première fois de ma vie. Mes amis n'arrêtaient pas d'envoyer des liens vers de la cuisine de rue italienne et des TikTok de gens se promenant en gondole, et chaque fois que mon téléphone vibrait dans la poche de mon tablier, je sentais cette petite étincelle dans ma poitrine. Après le travail, j'ai pris le train pour rentrer, fixant mon reflet dans la vitre, essayant de m'imaginer comme quelqu'un qui prend vraiment l'avion et va quelque part, au lieu de quelqu'un qui reste toujours derrière. Quand je suis entré dans la maison, ma mère était à la table de la cuisine en train de payer des factures. Mon père était dans le salon, à moitié endormi devant la télévision, et le couloir sentait la lessive. Tout semblait assez normal pour que je me permette de me détendre. J'ai dit bonjour, j'ai dit à ma mère que j'allais finir de faire ma valise, et je me suis dirigé vers ma chambre. Ma valise était ouverte sur le lit, les vêtements pliés aussi soigneusement que possible, les chargeurs et les adaptateurs dans une poche latérale. J'ai vérifié à nouveau mes emails pour m'assurer que mon vol était toujours à l'heure, puis j'ai cherché dans le tiroir du haut de mon bureau la petite pochette zippée où je gardais mon passeport. Je l'ai ouverte, j'ai touché la couverture bleu marine, et pendant une seconde, je suis resté là, souriant à moi-même. Je suis allé à la salle de bain pour prendre un dentifrice format voyage et je l'ai jeté dans ma trousse de toilette. Je pouvais me voir dans le miroir les cheveux attachés, des cernes sous les yeux à cause de semaines de travail, d'examens et de drames familiaux, mais mon sourire était différent. Je ressemblais à quelqu'un qui pourrait vraiment s'en sortir. Je n'ai même pas entendu Manon arriver dans le couloir. Une seconde, j'étais en train d'ouvrir le passeport à la page de ma photo. La seconde suivante, sa main est passée par-dessus mon épaule et me l'a arraché des doigts. Je me suis retourné brusquement. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, tendant déjà la main pour le reprendre. Elle le tenait juste hors de ma portée, les yeux vides et froids. « Je m'assure que tu te souviennes de ta place, » a-t-elle dit. Et avant que mon cerveau ne puisse réagir, elle a plié le passeport, l'a déchiré en deux avec un bruit sec et horrible, et a laissé les morceaux tomber dans la cuvette des toilettes derrière elle. Mon estomac s'est noué. « Manon, arrête, ai-je dit, en avançant. Mais elle m'a juste regardé pendant une longue seconde, puis a appuyé sur la chasse d'eau avec un geste lent et délibéré. L'eau a rugi, le papier a tourbillonné, et mon avenir a tourné en rond avec lui. Il n'y a pas de voyage,
a-t-elle dit doucement, ce même petit sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. Ton travail, c'est de rester à la maison avec mon gamin. J'ai entendu la voix de ma mère depuis le couloir sans même voir son visage. Exactement. Tu devrais rester. La famille passe avant tout. Quelque part derrière elle, depuis le salon, il y a eu une vague de rire, comme si quelqu'un avait raconté une blague que j'avais manquée. Comme si toute ma vie n'était pas en train de partir à volo. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. J'ai vu la petite caméra de sécurité que mon père avait installée au bout du couloir clignoter de sa petite lumière rouge, mais j'avais l'impression qu'elle regardait le désastre de quelqu'un d'autre, pas le mien. J'ai pensé aux longues nuits au café, à l'argent de fin d'études que ma grand-mère m'avait laissé, à la façon dont mes amis s'étaient illuminés quand j'avais prononcé le mot « Italie ». J'ai pensé à chaque fois que j'avais dit oui à Manon, à chaque fois qu'on m'avait dit que c'était ce que faisait une bonne famille. Mes mains tremblaient, mais ma voix était calme quand j'ai finalement parlé. Tu sais que ce n'est pas à toi de prendre cette décision, ai-je dit. Manon a levé les yeux au ciel. Grandis un peu, Léa. Tu vis ici. Tu ne paies pas de loyer. Tu n'allais jamais simplement fuir tes responsabilités. Maintenant, tu n'as plus à faire semblant. Je l'ai regardé, puis ma mère debout derrière elle les bras croisés, puis le faible reflet de moi-même dans le miroir de la salle de bain. Puis je me suis retourné, je suis passé devant elle dans le couloir et je suis entré dans ma chambre. J'ai attrapé mon sac à dos, y ai fourré mon ordinateur portable, mon chargeur, quelques vêtements de rechange et mon portefeuille. Ma valise était ouverte sur le lit avec des tenues soigneusement pliées que je ne porterais peut-être jamais en Italie, mais je les laissais là. Quand je suis repassé par le salon, mon père a levé les yeux, confus. « Où vas-tu » a-t-il demandé. « Dehors » ai-je dit. « Juste dehors. » Manon a ricané. « Tu ne vas nulle part sans passeport » a-t-elle crié derrière moi. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti sur le porche, j'ai senti l'air du soir sur mon visage et j'ai refermé la porte derrière moi. Je n'avais pas de plan. Je savais juste que je ne resterais pas une seconde de plus dans cette maison. Ce que je n'ai pas réalisé à ce moment-là, c'est que la même petite caméra que mon père avait installée, juste au cas où, avait tout enregistré, et que la chose qu'ils avaient utilisée pour m'enfermer était sur le point de devenir celle qui allait enfin me libérer. Je ne suis pas allé très loin avant que le choc ne se dissipe et que la colère ne monte. Le temps d'arriver à l'arrêt de bus au bout de notre rue, mes mains tremblaient toujours, mais mon cerveau avait enfin commencé à faire des liens. J'ai appelé mon amie Clara. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai tout raconté d'une seule traite, de la dispute au dîner jusqu'à ma sœur déchirant et jetant mon passeport. Il y a eu une pause. Puis elle a dit « Léa, ce n'est pas juste horrible. C'est illégal. Tu viens ici maintenant. » Elle m'a envoyé son adresse par texto à nouveau, au cas où, et j'ai traversé la ville en bus avec mon sac à dos sur les genoux, rejouant le sourire narquois de ma sœur, la voix de ma mère, le visage confus de mon père. À l'appartement de Clara, elle m'a mis une tasse de thé dans les mains et m'a fait asseoir sur son canapé pendant que je lui racontais tout à nouveau, plus lentement cette fois. Quand j'ai mentionné la petite lumière rouge de la caméra du couloir, elle m'a arrêté. « Attends, vous avez des caméras de sécurité dans la maison. Tu peux y accéder, n'est-ce pas ?» J'ai cligné des yeux. Oui, mon père m'a donné l'application quand il les a installées. Pourquoi? Clara m'a regardé comme si je venais de lui donner la réponse. Parce que ta sœur n'a pas seulement ruiné ton voyage. Elle a détruit un document officiel express. On n'avale pas ça comme ça. On appelle la police. Le mot « police » m'a tordu l'estomac. Là d'où je viens, on appelle la police que quand quelque chose est en feu ou saigne. Et même dans ce cas, quelqu'un essaie de vous en dissuader au nom de la paix des ménages. Mais j'ai entendu la voix de ma sœur dans ma tête, grandis un peu. Tu vis ici, désinvolte, comme si je lui appartenais. Et quelque chose en moi s'est durci. J'ai ouvert l'application et j'ai fait défiler l'enregistrement jusqu'à l'heure où j'étais rentré. Tout était là, granuleux, mais clair. Moi marchant dans le couloir, elle se glissant derrière moi, la porte de la salle de bain, elle tenant le passeport et le déchirant. La chasse d'eau. Revoir ça de l'extérieur m'a fait mal à la poitrine à nouveau, mais ça a aussi fait autre chose. Ça l'a rendu indéniable. Ce n'était pas un malentendu ou un accident. Elle savait exactement ce qu'elle faisait.
Clara s'est assise à côté de moi et a posé sa main sur la mienne quand j'ai composé le numéro de téléphone non urgent. J'ai donné mon nom, l'adresse de mes parents, et j'ai dit à l'opératrice que mon passeport avait été intentionnellement détruit par un membre de ma famille et qu'il y avait un enregistrement vidéo de toute la scène. L'opératrice a posé quelques questions de base, puis a dit qu'elle enverrait un officier pour prendre une déposition. Entendre ces mots semblait irréel, comme si cela arrivait à un personnage de télévision, pas à moi. Le lendemain après-midi, je suis retourné chez mes parents avec un officier en uniforme debout sur le porche à côté de moi. Mon père a ouvert la porte, les yeux écarquillés, s'essuyant les mains sur un torchon. « Léa, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» L'officier s'est présenté, a expliqué pourquoi il était là, et a demandé si nous pouvions entrer pour visionner l'enregistrement. Ma mère est apparue dans le couloir, le visage blême en voyant l'insigne. Ma sœur est descendue des escaliers une minute plus tard, les cheveux en chignon désordonnés, un legging et un sweatshirt trop grand, et s'est figée en me voyant avec l'officier. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé. « Une mise en scène dramatique parce que tu es en colère ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert l'application et tendu mon téléphone à l'officier. Nous avons regardé la vidéo ensemble dans un silence pesant, la vue grand angle du couloir montrant chaque pas, chaque geste. Quand le bruit de la chasse d'eau a rempli le salon, mon père a fermé les yeux comme si quelqu'un l'avait frappé. L'officier m'a posé quelques questions supplémentaires, puis s'est tourné vers ma sœur. « Madame, niez-vous être la personne qui détruit le passeport de votre sœur ?» Elle a balbutié quelque chose à propos d'une blague, qu'elle ne réalisait pas à quel point c'était sérieux, que je laissais traîner des choses à la portée de son enfant. Mais l'enregistrement ne la soutenait pas. L'officier a gardé un ton neutre. « Quoi qu'il en soit, madame, il s'agit de destruction de biens et, dans ce cas, d'un document officiel. Un rapport doit être déposé. Il pourrait y avoir des accusations et des amendes. Vous recevrez une notification ultérieure. » Il m'a donné une carte avec un numéro de dossier et des instructions pour utiliser le rapport afin de demander un passeport de remplacement. Quand il est parti, la porte d'entrée se refermant a semblé plus bruyante que d'habitude. Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis mon père s'est raclé la gorge. « Salon » a-t-il dit. « Maintenant. » 10 minutes plus tard, nous étions tous assis autour d'une table dans une brasserie bon marché du centre-ville, le genre avec des banquettes en vinyle craquelé et du café quelconque. Mon père avait insisté pour que nous n'ayons pas cette conversation à la maison. Peut-être parce qu'il ne se faisait pas confiance pour ne pas crier. Peut-être parce qu'il ne voulait pas que les voisins entendent. Étienne nous y avait rejoint directement après le travail, encore en chemise, clairement confus et tendu. Mon père a posé ses mains à plat sur la table, a regardé ma sœur droit dans les yeux et a dit « J'ai regardé cette vidéo 3 fois. As-tu quelque chose à dire pour ta défense ?» Elle a croisé les bras, les yeux brillants mais défiants. « J'étais stressée » a-t-elle dit. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » Elle a laissé le passeport traîner. « Je voulais juste qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas fuir ses responsabilités. J'ai travaillé toute ma vie pour aider cette famille, et maintenant elle se croit meilleure que nous parce qu'elle va en Italie. » Ma mère est restée silencieuse, fixant sa serviette. Étienne regardait tour à tour ma sœur, moi, puis mon père. « Les responsabilités » a répété mon père. « Ta responsabilité, c'est ton fils, ton travail, ton mariage, pas la vie entière de ta sœur. Détruire son passeport et mêler la police à ça, ce n'est pas du stress. C'est de l'égoïsme. » La voix de ma sœur s'est élevée. « Et alors ? Elle peut partir en Europe pendant que nous nous démenons pour trouver une garde d'enfants, et c'est moi l'égoïste ? Elle vit gratuitement dans votre maison. Elle ne paie rien. Elle a une dette envers cette famille. » J'ai finalement pris la parole, la voix basse. « Je te dois 4 ans de babysitting de dernière minute, de cours manqués, de projets annulés, ai-je dit. Et tu m'as remboursé en jetant aux toilettes la première vraie chose que j'ai jamais faite pour moi-même. Tu n'as même pas demandé. Tu as juste décidé. » Étienne a dégluti difficilement, les yeux sur sa femme. « Tu as détruit son passeport » a-t-il dit doucement. « Exprès. Tu ne me l'as pas dit. » Son visage s'est un peu décomposé, mais elle a continué à insister. « Je ne pensais pas qu'il le prendrait si au sérieux » a-t-elle dit. « Je ne pensais pas que ça irait si loin. Ce n'est qu'un passeport. Elle peut en avoir un autre. » Mon père a secoué la tête.
Avec quel argent? A-t-il demandé. Elle a utilisé ses économies pour ce voyage. Ta mère et moi vous envoyons 1500 € par mois pour vous aider avec votre hypothèque et la garderie. Te souviens-tu d'où vient cet argent? Elle a froncé les sourcils. De vous, a-t-elle dit. Pour le bébé. Mon père s'est adossé, paraissant soudain plus vieux. Du même pot qui était censé aider mes deux filles à démarrer dans la vie, a-t-il dit. Des mêmes heures supplémentaires qui m'ont tenu sur la route quand Léa était enfant. Et je viens de te regarder jeter l'avenir de ta sœur aux toilettes parce que tu ne supportais pas qu'on te dise non. Le silence s'est fait à table. Puis il a pris une inspiration et a dit, ça s'arrête aujourd'hui. Elle a cligné des yeux. Quoi donc? L'argent, a-t-il dit. Le soutien. Les 1500 € par mois. C'est fini. Nous ne paierons plus vos factures pendant que vous sabotez votre propre famille. Ma mère a levé les yeux, mais il a levé la main. Non. Assez. Les actes ont des conséquences. La bouche de ma sœur s'est ouverte et fermée. Vous ne pouvez pas nous couper les vivres comme ça, a-t-elle dit. Nous avons une maison. Nous avons la garderie. Nous avons, mon père l'a interrompu. Tu as un travail. Ou tu en avais un. Aux dernières nouvelles, tu as un mari. Tu n'es pas une adolescente sans défense. Tu as choisi de faire ce que tu as fait. Maintenant, tu peux choisir de réparer. Quant à cet argent, il s'est tourné vers moi, il va aller à maintenant, pour au moins l'année prochaine. Elle va avoir besoin d'un nouveau passeport, de nouvelles dates de vol et d'un endroit où vivre qui ne soit pas rempli de gens qui pensent qu'elle leur appartient. Je l'ai regardée, stupéfaite. Papa, ai-je commencé, mais il a secoué la tête. Pas de discussion. Tu n'as pas demandé ça. Tu n'as pas appelé la police sur un coup de tête. Tu as fait la seule chose que tu pouvais faire quand ta propre famille t'a acculé. Laisse-moi faire quelque chose de bien pour une fois. Ma sœur s'est finalement mise à pleurer, un son aigu ailé dans la petite brasserie. Tu l'as choisi à ma place, a-t-elle dit. Après tout ce que j'ai fait, après t'avoir donné un petit-fils, après, la voix de mon père était calme mais finale. Je choisis ce qui est juste, a-t-il dit. Et ce qui est juste, ce n'est pas de te récompenser pour avoir jeté l'avenir de ta sœur aux toilettes. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti autre chose que de la culpabilité en étant assise à cette table. Quelque chose de petit et fragile, mais réel. Ça ressemblait un peu à la justice. Les répercussions ne se sont pas fait sentir tout en même temps. Elles sont arrivées par vagues au cours des semaines suivantes, chacune un peu plus lourde que la précédente. Le lendemain de la brasserie, mon père m'a conduite au palais de justice pour que je puisse obtenir une copie certifiée conforme du rapport de police. Nous nous sommes assis sur des chaises en plastique dur pendant qu'un greffier tamponnait des papiers et les faisait glisser sur le comptoir. Voir mon nom à côté de mots comme « victime » et « passeport endommagé » semblait étrange, mais c'était aussi la preuve que ce qui s'était passé dans cette salle de bain était réel et mal, peu importe la façon dont on essayait de le présenter. Avec le rapport en main, j'ai pris rendez-vous à la préfecture. Le service accéléré n'était pas bon marché, et l'agent m'a prévenu que cela pourrait encore prendre quelques semaines, mais au moins, il y avait une solution. Dans le train du retour, mon père a regardé par la fenêtre une ville qu'il avait traversée 1000 fois en camion et a finalement dit « J'aurais dû intervenir plus tôt. J'ai laissé les choses se faire parce que j'étais fatigué, parce que c'était plus facile, et je suis désolé. » Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement hoché la tête. Cette même semaine, ma sœur a reçu son premier avis officiel par la poste concernant les accusations et les amendes. Elle a appelé mon père en panique, pleurant sur le fait que cela allait ruiner son casier judiciaire, que cela pourrait apparaître lors de vérification d'antécédents. Je n'ai entendu que sa partie de la conversation, mais sa voix est restée ferme. « C'est toi qui as fait ça », a-t-il dit. « Nous ne pouvons pas le faire disparaître. Tu dois prendre un avocat et trouver une solution. » Quelques jours plus tard, la vague suivante a frappé. Son entreprise effectuait des vérifications d'antécédents périodiques pour les cadres, et le nouvel incident est apparu rapidement. Les ressources humaines l'ont convoqué à une réunion. Étienne m'a dit plus tard qu'elle avait essayé de présenter cela comme un malentendu familial qui avait pris des proportions démesurées. Mais, destruction d'un document officiel, et rapport de police, ne sont pas des mots que l'on peut embellir.
Ils lui ont donné un choix qui n'en était pas vraiment un, démissionner discrètement maintenant ou être licencié à la fin de la procédure interne. Elle est rentrée à la maison avec une boîte en carton contenant ses décorations de bureau et une expression que je n'avais jamais vue sur son visage fragile et vide. Perdre les 1500 € par mois de mes parents les avait déjà mis à rude épreuve. Perdre son salaire en plus de cela, c'était comme retirer la nappe de sous une table bien garnie. Le crédit immobilier, la crèche, le paiement de la voiture, les frais juridiques, tout est resté pareil alors que les revenus diminuaient. Étienne a fait des heures supplémentaires et des projets parallèles, mais il y a des limites à ce qu'une seule personne peut faire. On pouvait sentir la tension dans sa façon de parler, des phrases plus courtes, des silences plus longs. Un soir, il s'est présenté seul chez mes parents. J'étais à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable en train de remplir des demandes d'emploi quand il a frappé à la porte arrière. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Je lui ai fait du café parce que c'est ce que je fais quand je ne sais pas quoi faire d'autre, et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la même table où ma mère m'avait autrefois sermonné sur le fait que la famille passait avant tout. « Je ne savais pas qu'elle avait fait ça à ton passeport », a-t-il dit finalement. « Si je l'avais su, je n'aurais pas laissé les choses aller aussi loin. » Je l'ai cru, mais cela n'effaçait pas les années où j'avais été une garde d'enfants gratuite pendant qu'il regardait ailleurs. Je lui ai dit cela aussi doucement que possible. Il a hoché la tête. « Je sais », a-t-il dit. « C'est ma faute. J'aurais dû intervenir plus tôt, moi aussi. Mais ça, la police, les accusations, la perte de son emploi, c'est comme si elle s'était enfoncée dans toutes ses mauvaises habitudes. Je lui ai demandé d'aller en thérapie, de s'excuser, de prendre ses responsabilités, et elle continue de dire, si tu n'avais pas appelé les flics, rien de tout ça ne serait arrivé. Il avait l'air épuisé. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça éternellement, a-t-il dit. Je ne sais pas si je peux élever au lit avec quelqu'un qui pense que détruire la vie de sa propre sœur est acceptable tant que ça lui facilite les choses. Un mois plus tard, il a emménagé dans un petit appartement plus près de son bureau. Ils ont commencé une séparation. Olivier partageait son temps entre eux, traînant son dinosaure en peluche d'avant en arrière dans un petit sac à dos, trop jeune pour comprendre la garde partagée, sachant juste que parfois papa n'était pas là la nuit. Pendant que leur vie se fissurait, la mienne commençait doucement à prendre forme. Le premier virement de 1500 € est arrivé sur mon compte le vendredi après la brasserie. Mon père m'a envoyé une capture d'écran avec un simple « N'oublie pas, c'est un nouveau départ, pas un cadeau. Utilise-le pour t'en sortir, pour prendre de l'avance. » C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai versé un acompte pour un minuscule studio dans le quartier des Brotteaux. Rien d'extraordinaire, juste une pièce propre avec une fenêtre donnant sur un arbre et assez d'espace pour un lit, un bureau et un canapé d'occasion. La première nuit, j'ai dormi là sur un matelas gonflable, écoutant le trafic lointain au lieu des dessins animés de mon neveu. Je me sentais plus seul et plus libre que jamais. Pendant la journée, j'ai envoyé des portfolios à toutes les agences qui pourraient avoir besoin d'une conceptrice-rédactrice junior. Quelques semaines plus tard, une agence de taille moyenne de la Pardieu m'a contacté par email. Ils aimaient mon travail. Ils voulaient un entretien. J'ai porté le seul blazer que je possédais, j'ai pris le train pour le centre-ville et je me suis assise dans une salle de conférence aux parois de verre à parler de voix de marquées de narration, tandis que tout le désordre avec ma famille bourdonnait dans mon esprit comme un bruit de fond. 2 jours plus tard, ils m'ont offert le poste. Ce n'était pas glamour ni un salaire énorme, mais c'était le mien, avec mon nom dans la signature de l'email, non lié à l'horaire de quelqu'un d'autre. Quand mon nouveau passeport est finalement arrivé, je suis resté debout dans mon petit studio à le tenir pendant 1 minute entière avant de l'ouvrir, à moitié convaincu qu'il disparaîtrait si je clignais des yeux. À l'intérieur, il y avait ma photo, mon nom, la preuve que peu importe ce que ma sœur avait essayé de faire, elle n'avait pas effacé mon avenir. J'ai pris une photo et l'ai envoyée dans notre conversation de groupe pour l'Italie. Les réponses sont arrivées rapidement, pleines de majuscules et d'émojis. Nous avions déjà décidé de repousser le voyage de quelques mois pour me laisser le temps de tout régler. Maintenant, ça semblait à nouveau réel. Chez mes parents, les choses ont changé aussi. Ma mère a commencé à appeler plus souvent, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. La première fois qu'elle est venue voir mon nouvel appartement, elle s'est tenue sur le seuil avec un sac de courses rempli de produits de nettoyage et de collation, comme des excuses. « Je ne dis pas que j'avais raison », a-t-elle dit en les posant. « Je sais que j'avais tort. Je n'arrêtais pas de penser à quel point ta sœur était fatiguée,
à quel point c'est difficile d'être mère, et j'ai oublié que toi aussi, tu te noyais. Je ne l'ai pas laissé s'en tirer si facilement, mais je lui ai dit ce que ça faisait de s'entendre dire que je leur devais ma vie parce que je dormais sous leur toit, comment, la famille passe avant tout, avait commencé à sonner moins comme de l'amour et plus comme une menace. Elle a vraiment écouté et ne s'est pas défendue. J'aurais dû te protéger, a-t-elle dit doucement, pas me joindre à eux. Entendre cela n'effaçait pas ce qu'elle avait fait, mais c'était un début. Ma sœur est restée à l'écart. Parfois, son nom apparaissait sur mon téléphone avec un appel manqué ou un texto qui disait « On peut parler » ou « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin ». La plupart du temps, je laissais passer. Quand je répondais, je restais brève. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle se faisait aider, qu'Oli ne méritait pas de grandir en voyant les gens utiliser l'amour comme un moyen de pression, et que je n'étais pas prête à m'asseoir en face d'elle et à faire comme si de rien n'était juste parce que nous partagions le même sang. Les actes ont des conséquences. Elle vivait les siennes et, pour une fois, les conséquences que je vivais ressemblaient davantage à des choix. Alors que l'été laissait place à l'automne, mes journées se sont remplies de nouvelles routines. Les matins dans le train pour la Pardieu, à griffonner des slogans dans un carnet. Les pauses déjeuner dans le parc avec des collègues qui me connaissaient comme Léa la conceptrice-rédactrice, pas Léa la babysitter intégrée. Les soirées dans mon studio à cuisiner des pâtes bon marché et à faire défiler des photos de Rome, Venise et des Cinq Terres, en attendant le jour où je les verrais en vrai. Quand mon téléphone vibrait, ce n'était pas toujours quelqu'un qui avait besoin de quelque chose. Parfois, c'était juste des amis ou mon père qui demandait si j'avais mangé. Le chaos que ma sœur a déclenché en essayant de me garder coincé avait fait exploser les murs de la boîte dans laquelle elle m'avait enfermé. Elle voulait s'assurer que je ne pourrais pas partir. Au final, c'est elle qui s'est retrouvée piégée à la maison, face à la vie qu'elle avait construite, et c'est moi qui apprenais enfin ce que c'était que d'avancer. 3 mois plus tard, j'étais dans la file à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry avec mon nouveau passeport à la main et un sac à dos sur les épaules. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, personne ne pouvait rien faire pour m'arrêter. Clara m'a fait un signe depuis la file d'enregistrement. Julien filmait déjà tout avec son téléphone, et Malik et Sophia se disputaient pour savoir qui allait s'endormir le premier dans l'avion. Quand l'agent a tamponné mon passeport et me l'a rendu, j'ai ressenti une sorte de victoire tranquille. Rien de spectaculaire, juste un simple coup de tampon qui disait « Tu pars vraiment ». Le vol pour Rome a été un enchaînement flou de mauvais films d'avion et d'excitation nerveuse. Quand nous sommes finalement sortis dans l'air humide italien et que j'ai entendu des gens parler une langue que je ne comprenais pas, ma poitrine s'est serrée, mais d'une bonne manière. Nous avons mangé des pâtes dans de minuscules restaurants où les menus n'avaient pas de traduction française, nous nous sommes perdus dans les rues étroites de Venise jusqu'à tomber sur un canal illuminé comme une carte postale, et nous avons fait une randonnée le long des falaises des Cinq Terres avec la mer qui s'étendait en dessous de nous comme si elle n'avait pas de fin. Il y a eu des moments où je me surprenais à chercher mon téléphone par habitude, m'attendant à un texto de Manon me demandant si je pouvais garder Oli ou de ma mère me demandant de réorganiser mes plans. Les messages que je voyais réellement étaient des photos de mon neveu au parc envoyées par mon père et des selfies flous de mes collègues à Lyon riant d'une blague interne au bureau. Personne n'essayait de me faire culpabiliser pour que je rentre plus tôt. Personne ne me disait que j'étais égoïste d'être là. Un après-midi, assise sur une marche en pierre à Rome en mangeant un gelato qui fondait sur mon poignet, Clara m'a donné un coup de coude. « Est-ce que tu regrettes quelque chose ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé à cette salle de bain, au bruit du papier qui se déchire, à la voix de ma mère disant « La famille passe avant tout », comme un ordre plutôt qu'un réconfort. J'ai pensé aux nuits dans mon studio calme, solitaire et mienne. J'ai pensé à Oli, qui n'avait rien demandé de tout cela, et à Manon, qui devait enfin se débrouiller seule. J'ai secoué la tête. Je regrette de ne pas avoir dit non plus tôt, ai-je dit. C'est tout. Quand je suis rentré à Lyon, la ville semblait différente, même si rien n'avait vraiment changé. Mon studio était toujours petit, mon travail toujours exigeant, mon compte en banque loin d'être impressionnant. Mais je suis monté les escaliers jusqu'à chez moi avec une valise pleine de vêtements sales et un téléphone plein de photos, et je n'avais pas l'impression de me faufiler dans la vie de quelqu'un d'autre. J'avais l'impression de retourner à la mienne. Ma mère est venue dîner quelques jours plus tard et a écouté mes histoires avec une sorte de fierté tranquille qui n'avait pas de conditions cette fois-ci. Mon père a demandé à voir le tampon sur le passeport et a plaisanté en disant que peut-être un jour, il prendrait l'avion aussi. Manon m'a envoyé un texto avec une photo d'Oli tenant un dessin au crayon d'un avion avec mon nom griffonné dessus. « Tu lui manques ?» a-t-elle écrit.
J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de répondre. Il me manque aussi, ai-je dit. Je suis ouverte à l'idée de le voir. Mais je ne serai plus ta babysitter attitrée. Si nous devons avoir une relation, il faut que tu respectes mes limites. Il y a eu une longue pause, puis une simple réponse. Je sais, a-t-elle écrit. J'y travaille. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblera notre relation dans 5 ou 10 ans. Peut-être que nous reconstruirons quelque chose de plus sain. Peut-être que nous garderons toujours une certaine distance. Ce que je sais, c'est ceci, la famille n'est pas un laissez-passer pour vous briser. Aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser vous utiliser. Et être parent avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de jeter votre avenir aux toilettes et d'appeler ça un sacrifice. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux est de dire non et de le penser. Si vous écoutez ceci et qu'on vous a dit que choisir votre propre vie fait de vous quelqu'un d'égoïste, écoutez-moi bien, vous avez le droit d'avoir des rêves qui ne tournent pas autour du confort des autres. Vous avez le droit de fixer des limites et de les maintenir, même si cela met les gens en colère. Et si la seule façon pour quelqu'un de vous garder près de lui est de vous couper les ailes, peut-être que la chose la plus courageuse que vous